Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la dernière édition de la revue des grandes unes de cette semaine. Tout de suite, allons en kiosque avec quelques journaux parus. On démarre notamment avec le quotidien La Nouvelle Expression qui revient encore sur les exactions des terroristes à Bangourin. La population qui quitte le village, devenue l'une des cibles des attaques des milices armées. Cette ville vit un départ massif de ses habitants suite à un autre cas d'exaction un autre affrontement qui a eu lieu hier, notamment un groupe de jeunes pris à partie alors qu'ils étaient accusés de vouloir incendier la chefferie d'un quartier. Deux d'entre eux ont été tués sur le coup et brûlés vifs. Toujours à propos de sur la une du journal La Nouvelle Expression, le journal parle de la FEDIPRES, sanction du SNC, la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, condamne la fermeture des entreprises de presse ainsi que d'autres sanctions infligées aux médias. Le journal déplore tout le communiqué du président de la FEDIPRES, condamne toutefois cette sortie du SNC, ces sanctions du SNC qu'il assimile à vouloir réduire au silence les médias et déplore cependant l'absence de l'organe de régulation dans l'accompagnement et la viabilisation des entreprises de presse. Toujours à la une du journal La Nouvelle Expression, la Nouvelle Expression qui parle de l'Afrique de l'Ouest vers la sortie du franc CFA, le sujet qui a meublé d'ailleurs la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO avec la prise des mesures fortes, notamment l'harmonisation des politiques, la politique monétaire de cette sous-région. Rendez-vous dans quelques mois pour une décision définitive si la CEDEAO sortira ou pas du franc CFA. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. On parle à présent du journal Le Jour qui évoque 20 000 fonctionnaires portés disparus. Ce chiffre a été révélé à la suite de l'opération de décomptage comptage physique de personnel de l'État. Indiqué que hier d'ailleurs à ce sujet, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, qu'accompagnait son homologue du ministre des Finances, a donc donné un point de presse sur la question. Et puis le journal qui parle aussi de Pierre Bouemelende, le nouveau PCA du Canon sportif de Yaoundé, l'ancien Lion indomptable, ancien joueur du Canon de Yaoundé, ex-DG de cette même équipe, a donc été porté à la tête du conseil d'administration de cette équipe qui a d'ailleurs aussi accompagné avec d'autres anciens Lions, notamment François Omambiyik, Raymond Kala, qui ont tous évolué dans le Canon sportif de Yaoundé. Une sorte de politique pour dire le football aux footballeurs. Et puis, toujours à la une du journal Le Jour, qui titre sur le cas Vision 4, suspendu pour un mois, la chaîne de télévision n'a pas cessé d'émettre, laissant jusqu'ici sans voix le Conseil national de la communication. C'est dans cette même veine que le directeur de publication du journal Le Jour, par ailleurs président de la FEDIPRES, a donc sorti un communiqué pour dénoncer ces mesures et sanctions du Conseil national de la communication contre des organes de presse et des journalistes camerounais. Et le journal L'Indépendant qui parle ici, programme économique Cameroun FMI, les performances du gouvernement récompensées. Le journal indique que le Fonds monétaire international a déclaré concluante la troisième revue de l'accord en faveur du Cameroun. Un point de presse irrélatif a donc été donné hier par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari en compagnie de son homologue des Finances, Lupaul Motazé. Le journal qui revient aussi sur les attaques de Bangourin avec ces mesures annoncées du ministre de l'administration territoriale, notamment le renforcement des mesures sécuritaires et militaires dans le département du Noun. Finissons donc cette revue de presse avec le journal Éco Matin qui parle d'une nouvelle ère sur les finances publiques en 2019, parlant et évoquant le régime financier de l'État. Le journal indique à travers les lois du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance, le régime financier de l'État et des autres entités publiques, le Cameroun s'arrime enfin aux exigences de la CEMAC. Le nouveau mécanisme donnera à l'Assemblée nationale et au Sénat l'occasion d'examiner la pertinence et la sincérité du cadrage macroéconomique et budgétaire 6 mois avant celle consacrée au budget proprement dit. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse des différents journaux parus ce matin en kiosque.
Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chuniat, bonjour, bonjour Georges Semet, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'aimerais aussi un grand bonjour à tous les promus de l'armée camerounaise. On a vu tous ces officiers subalternes et supérieurs qui se sont vus affaiblis d'un nouveau galon. Vivement que le chef de l'État passe aux généraux, parce que vous savez très bien que depuis quelques années, il y a une véritable hécatombe dans le rang des officiers généraux. Il va peut-être... ça ne bouge pas beaucoup là-bas. Il va peut-être procéder à la nomination de nouveaux généraux, parce qu'il y a aussi des généraux qui sont malades, qui sont pratiquement grabataires, et on espère qu'au moins dans le bataillon de femmes colonels qui est au Cameroun, moi c'est une femme générale. Une femme générale. Georges Semet, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour le doyen, et par anticipation, puisque c'est la dernière de cette année, meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui nous ont donné l'habitude de nous regarder dans le cadre de ce programme. Pour vous, Georges Semet, l'actualité qui vous a marqué? L'actualité qui m'a marqué, c'est celle qui porte sur Vision 4. Vision 4, une chaîne concurrente à Equinox Télévision qui est basée à Yaoundé, qui a, après une sanction infligée par le Conseil national de la communication, menacé de mettre la clé sous le paillasson. Mais on s'est aperçu après quelques jours que finalement c'était qu'un buzz médiatique qui a finalement abouti à ce qu'on apprenne ce matin à travers un communiqué qui a été rendu public hier sur les ondes même de cette télévision, que il ne s'agit pas d'une fermeture. En fait, il s'agissait plutôt d'essayer de faire secouer l'opinion, et bien évidemment l'opinion a été secouée à travers les journaux, à travers les réseaux sociaux, et finalement c'est une nouvelle qui a fait pchit, et Vision 4, comme l'indiquent les journaux encore ce matin, continue d'émettre malgré cette menace. Alors, Camille Nélé, les exactions de Bangoureng, hier encore, il y a eu un autre affrontement entre la population de Bangoureng et un groupe de jeunes qui voulaient, dit-on, incendier une chaufferie. En partant lors de l'attaque du week-end dernier, ils avaient indiqué clairement qu'ils reviendraient. Ils sont finalement revenus à la charge avec, sur le carreau, 2 assaillants tués et brûlés vifs. Vous l'avez dit, Jean-Paul Chuniat, un groupe de jeunes. Parce que depuis le début de cette situation dommageable et triste, une certaine partie de la presse parle un peu trop de sécessionnistes, de bandes armées sécessionnistes et tout ça. Moi, je pense que l'administration doit d'abord commencer par faire une enquête au niveau des 2 villages pour comprendre exactement la source de ce conflit qui oppose les villages de Bangoureng et Bangoulan, qui sont séparés par un fleuve, et qui, ces 2 villages, ces 2 communautés entretiennent des relations, de très bonnes relations multiséculaires, avec même des mariages entre les 2 villages, des échanges commerciaux et toutes sortes une sorte de vivre ensemble qui n'a jamais été démenti. Mais brusquement aujourd'hui, la situation est devenue une situation sanglante, avec des morts de part et d'autre, des maisons brûlées. Et on a beau dire, il est facile de parler de sécessionnistes, puisque Bangoulan se trouve au nord-ouest, et que Bangoureng se trouve dans l'ouest, dans la région de l'ouest. Bon, moi je ne partage pas trop le pessimisme de ceux qui parlent de sécessionnistes qui attaqueraient Bangoureng. Non, je pense, comme vous l'avez dit, et là, vous ne démentez pas votre grand professionnalisme. Il s'agit bien de groupes de jeunes qui sont armés, qui ont envie d'en découdre, qui décousent déjà. Il y a déjà des morts, il y a des maisons qui sont brûlées d'un côté, il y a des gens qui sont partis pêcher sur le fleuve, qui ont été enlevés du côté de Bangoureng. 3 pêcheurs? 3 pêcheurs, avec des menaces. Ça va tourner un conflit inter-village, inter-ethnique, et vraiment ça dégénère, parce que des 2 côtés, les gens ont pris les armes. Et les armes maintenant qui sont déjà devenues incontrôlées, parce qu'il faut que les gens se protègent. Je pense que la descente du ministre Tanganji a apporté une sorte de lumière, à démontrer aux gens que, bon, écoutez, cette situation-là, elle va être maîtrisée. Nous allons mettre un dispositif de policiers, de gendarmes et de militaires. À Bangoureng, dans tout le département. Et dans tout le département, et surtout une sorte de force tampon. Et maintenant, ensuite, ils vont certainement faire une enquête qui va permettre de connaître le fin mot de cette histoire. Mais ce qui est réconfortant, c'est que à partir du moment où il y a ces coups de feu, où il y a eu cette situation,
des populations ont commencé à fuir. Or, les populations ont commencé à fuir Bangourène, et ce qui fait qu'on allait se retrouver avec de nouveaux déplacés internes qui affluent sur Fumban, voilà, Fumban, Koutaba et Fumut. Et ailleurs. Donc, ce qui fait que le ministre Atangandji a tout fait pour les persuader de ne pas partir, de ne pas quitter leur village, et qu'il y a un dispositif de sécurité. Mais je veux dire que cette situation, c'est une situation qui mérite une enquête minutieuse pour que les gens ne se mettent pas le doigt dans l'œil en prenant un conflit entre villages et entre interethniques pour un assaut des sécessionnistes. Alors, Camille Nélé, Georges Sémé, Camille Nélé qui dit que l'appellation sécessionniste, c'est un peu de trop. Il a même quelque part tensé la presse qui le fait. Mais hier, avant-hier, lors de cette sortie du ministre, le ministre a été, on ne peut plus très clair, il a parlé des sécessionnistes et que ceux-ci seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Pour vous, le ministre en fait un peu trop si on de la communication. Oui, non, je parle du ministre de l'administration territoriale à Bangourène, il a dit. Et le ministre en fait un peu trop si par exemple on s'en tient à la définition du criminologue Maurice Cusson, le Canadien, qui a défini 4 versets, ou alors je peux dire qu'il y a 4 formes de terrorisme parmi lesquelles il parle de la haine vengeresse, la haine qui débouche sur la détermination de venger des exactions dont les ennemis seraient responsables, la dissuasion, la propagande et la provocation. Est-ce que, vu sur cette définition, on peut considérer que les assaillants de Bangola sont des terroristes? Bien, le doyen tout à l'heure a relevé des aspects extrêmement pertinents. L'aspect historique du conflit qu'il y a entre ces 2 départements de proximité de l'Ouest et de l'Ouest, mais également l'aspect géographique qui sont extrêmement pertinents. Mais il y a une constance. Je pense que ces attaques restent dans le cadre de la déportation du conflit anglophone. Je n'ai pas dit conflit sécessionniste, mais du conflit anglophone, parce que lorsqu'on dit conflit sécessionniste, c'est rester stricto sensu sur ce que ce sont les ambazoniens qui sont à la base de ces attaques. Mais on sait qu'aujourd'hui, avec la réalité sur le terrain, il y a les séparatistes qu'on appelle souvent ambazoniens, mais il y a également des grands criminels. Donc c'est pour ça que je dis qu'on reste dans le cadre de la grande crise anglophone qui se déporte au littoral, mais également à l'ouest, dans le département du Noun en l'occurrence. Et je ne vais pas tout à fait partager le point de vue du doyen parce que il y a 3 jours de cela, j'ai interviewé le 2e adjoint au sultan Bomo Djoya qui était en visite à Douala, et je lui ai demandé quelle était la situation à Bangourène après les attaques qu'on a observées. Il a utilisé le mot ambazonien. Donc ça prouve effectivement que ça confirme un peu la position du ministre de l'administration territoriale qui pense qu'il s'agit des séparatistes qui font des incursions, que ce soit dans le littoral ou alors dans le département même du Noun, au-delà de l'aspect historique qui a été soulevé par le doyen. Ça prouve également que la crise s'enlise et que on devrait la résoudre par des solutions moins administratives, parce que jusque-là, il n'y a eu que des solutions administratives. On a créé une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On a créé un autre comité pour le désarmement, mais ça reste simplement des mesures cosmétiques très administratives. Or, la crise anglophone, on ne le dira jamais assez, est essentiellement politique. Ça prouve également encore que la présence sur le terrain, la présence militaire sur le terrain, n'est également pas la solution. Elle essaie de dissuasive, mais elle ne viendrait pas résoudre ce problème. La preuve en est encore que le doyen l'a relevé tout à l'heure. Il faut des réformes structurelles. Effectivement, des réformes structurelles et politiques. La preuve en est encore que, avec les derniers événements de Bangourène, les populations en sont assez déplacées. Et elles viennent se rajouter, elles viennent se greffer à celles qui sont déjà déplacées, soit à l'intérieur du territoire, soit à l'extérieur du territoire. Donc je pense qu'il faut, à côté des mesures qui ont déjà été prises jusque-là, des mesures administratives, d'autres mesures très politiques qui viendront certainement empêcher qu'il y ait une métastase de la crise anglophone dans les autres régions. Alors, Camille Nélé, pour sortir de cette question, que faut-il faire aujourd'hui pour que la population de Bangourène retourne à Bangourène? Parce que là, ça crée encore notre problème. On a déjà des déplacés de la crise anglophone. Là encore, on a des déplacés de Bangourène, un peu des déplacés du Noun dans le Noun. Mais ce qu'il faut ça complique la situation. Ce qu'il faut faire, c'est déjà ce que le ministre Paul Atangandji fait. C'est-à-dire qu'il est venu réconforter les populations sinistrées. Il leur a donné des médicaments, des matelas et tous ceux qui ont perdu de maison. Il a pris des dispositions pour qu'il y ait un dispositif de sécurité. Bon, et maintenant, il a dit la chose la plus importante, ne partez pas.
ne partez pas, ne quittez pas vos villages. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour vous protéger. Moi, je pense que c'est cela qu'il faut faire. Parce que pour le reste, l'autre chose qui reste à faire, et je l'ai évoqué en premier lieu, c'est une enquête. Qu'est-ce qui se passe exactement? Georges Semi a parlé du deuxième adjoint du sultan, qui, sans avoir mis les pieds à Bangoran, qui se contenta certainement du téléphone ou du téléphone arabe, a parlé justement des ambazoniens. Non, il venait de Bamoun. Oui, mais venir de là, moi je me suis retrouvé dans un taxi avec des Bamoun venant de Fumban, qui eux ont une autre version. Ils disent que non, ces gens-là, ce sont des ambazoniens. D'ailleurs, ils sont mécontents de nous parce que ils estiment que nous avons vendu aux autorités le secret de leur invincibilité avec des balles. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de nous attaquer. Maintenant, nous aussi, on va les traquer, nous allons les suivre dans les brousses. C'est-à-dire que je dis qu'il y a un langage belliqueux, un langage guerrier de la part des jeunes qui eux-mêmes ne comprennent peut-être pas exactement ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir exactement pourquoi, par exemple, des pêcheurs ont été enlevés. Parce que cette histoire de pêcheurs enlevés sur cette rivière, ce fleuve séparant Bangouan et Bangoulan il y a quelques mois, ils ont été enlevés et on leur a demandé des rançons. Et vous savez très bien, vous avez dit en filigrane, la vérité c'est qu'au-delà des ambazoniens, il s'est créé des groupes armés. Et des groupes armés qu'on ne peut forcément identifier que parmi... Un peu à l'image des coupeurs de route qu'on avait dans le Grand Nord. Il serait facile de les prendre pour des sécessionnistes. Mais maintenant, on sait qu'avec ce cafouillage, il est facile de s'organiser en bande, de prendre des armes, d'aller terroriser les gens et d'aller tuer les gens. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il est important de comprendre les ressorts de ce conflit. Qu'est-ce qui se passe? Pour déterminer avec exactitude ce qui se passe. Parce que c'est trop facile de dire que ce sont des ambazoniens et de commencer à aller arrêter les gens, les tuer. Parce que ce qui s'est passé, on a arrêté deux assaillants, on les a lynchés publiquement et brûlés publiquement. On a même, vous avez vu cette photo qui fait le tour des réseaux sociaux avec l'un de ces assaillants traîné sur la boue, complètement nu derrière une moto. Les gens en arrivent à des réactions tout simplement bestiales. Donc moi je pense qu'il faut absolument une enquête, comprendre ce qui se passe et ne pas tout mettre dans le sac de l'Ambazonie. Des Ambazonies. Alors on passe à un autre sujet. Georges Semi, je rappelle que vous travaillez pour le journal Ouest Littoral. Non, Repère désormais. Ah, Repère désormais. Dans tous les cas, vous aviez une ancienne affiliation avec le journal Ouest Littoral. Ces sanctions du Conseil national de la communication, la FEDIPRES, la Fédération internationale des éditeurs de presse, a fait une sortie par la voix de son président où il dit clairement que toutes ces mesures du CNC visent simplement à museler la presse. Pourtant, le CNC est très absent dans la lutte pour la viabilisation de la presse qui contribuerait d'ailleurs à avoir une presse indépendante, autonome et puis plus professionnelle. Bien, le rôle du Conseil national de la communication, enfin ses missions ne sont pas celles de viabiliser comme c'est de tenir la chicotte. Comme vous le dites, les entreprises de presse. Je crois que les entreprises de presse ont à leur tête des patrons et ils ont une administration pour mieux viabiliser leur structure. Il a été créé avec des missions précises, de réguler le monde de la communication au Cameroun. Et vous savez qu'à sa naissance, il n'avait que des missions d'avis. Des missions d'avis. D'avis, tout à fait. À la hiérarchie, c'est-à-dire au gouvernement. Au gouvernement. Vous savez que le Conseil national de la communication est rattaché à la primature. Mais je crois qu'en 2012, on lui a doté des prérogatives de sanction. Ce qui fait que depuis 2012, bien évidemment, il sanctionne ceux qui font des attentats à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Et je pense qu'on y a nommé des personnes qui savent évaluer l'atteinte à la déontologie et à l'éthique professionnelle, même si c'est extrêmement discutable la composition ou alors le mode de nomination des membres du Conseil national de la communication. Mais on observe quand même que lorsque il y a attentat à la déontologie ou à l'éthique professionnelle, le Conseil national de la communication sanctionne. Et lorsqu'on voit les faits des personnes qui sont sanctionnées, on se rend bien évidemment compte qu'il y a effectivement une violation flagrante de la déontologie de notre métier. Ce qu'on reproche au Conseil national de la communication, c'est peut-être de faire du 2 poids 2 mesures, parce qu'on observe également dans le média public qu'est la CRTV, on ne va pas citer celle-ci, Cameroun Tribune. Voilà, et Cameroun Tribune, on perçoit des attentats, des griefs qu'on reproche aux autres médias privés. Et on aimerait voir que sur les bancs des accusés, cette affaire de faux observateurs internationaux. Effectivement, c'était un scandale terrible qui a entaché l'image de l'office qu'on présente très sérieux, l'office public de la CRTV qu'on présente très sérieux au Cameroun et qui serait censé faire mieux le travail des journalistes que les autres. Mais non,
malheureusement, rien n'a été. Il y a autant de griefs à reprocher à la CRTV qu'aux organes privés. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières. Ou un acharnement. Voilà, ou un acharnement. Il faut que les journalistes soient professionnels. Et c'est ce qu'on attend d'eux. Et malheureusement, le loup est entré dans la bergerie. On se rend compte que de plus en plus, nos confrères, qu'ils soient du public ou du privé, font tout sauf leur métier. Et il appartient au Conseil national de la communication de recadrer dans le cadre des missions qui leur ont été dévolues. Donc, la sortie du président de la FEDIPRES est pour moi une sortie malencontreuse parce qu'il faudrait d'abord qu'on reconnaisse que dans nos rangs, il y a des journaleux, comme on les appelle, des journaleux. Des brebis galeuses. Des brebis galeuses et des journalistes qui respectent au moins l'éthique et la déontologie. Sinon, pourquoi ils ne se feraient pas sanctionner alors qu'il y a d'autres qui se font sanctionner? Voilà ce que je peux dire sur la question. Alors, Camille Nélé, ce poids deux mesures, deux poids deux mesures du Conseil national de la communication qu'évoque Georges Sémé et ces sanctions du Conseil national de la communication qui ne sont pas du tout respectées. Vous savez, Jean-Paul Chouniat, ce débat sur les journaux sanctionnés et le CNC Père Fouettard, ce débat, moi je le trouve assez glauque. Je le trouve assez glauque dans la mesure où on veut nous donner l'impression que c'est un débat, c'est une situation manichéenne, avec d'un côté un CNC qui fait mal son boulot et de l'autre côté... Une presse qui fait très bien son travail. Non, une presse qui est victime. Je ne dis pas qui est victime. Et moi je pense qu'il ne faut diaboliser ni l'un ni l'autre. Il faut placer les choses dans leur véritable contexte. Qui ne peut pas, qui va dire que dans la presse, il n'y a pas des égarements et des actes. Et diffusion d'informations absolument affreux, des atteintes à l'éthique de métier. Qui peut dire qu'il n'y en a pas? Qui peut dire que parmi ces journaux même qui ont été mis à l'index, ces journaux-là n'ont rien fait et que ces journaux n'ont fait que leur métier? Moi, je pense qu'il y a d'abord, avant tout, à l'intérieur de chaque structure média, il faut d'abord cultiver ce qu'on appelle la responsabilité. Et la responsabilité, c'est l'une des bases de notre métier. Quand vous écrivez un article, il faudrait vous demander que ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça respecte l'éthique? Est-ce que, moi, ma responsabilité de journaliste, est-ce que je fais bien mon métier? Les postures, je veux dire, les postures corporatistes. Non, vraiment, battez la presse. Non, vous nous muselez. Non, moi, je veux bien, mais seulement il faut que, à l'intérieur de ces associations de journalistes, qu'on apprenne aussi, qu'on prenne l'habitude de dire que non, toi, mon gars, tu as mal fait. Il faut retenir tes gars. Il faut dire ce qui est de l'autocritique. Auto-sanction même. Auto-censure. C'est-à-dire que non, ce que vous avez fait n'est pas bien. Il faut le leur dire. Mais il y a aussi des journaux qui estiment que ils n'ont de leçons à recevoir de personne. Et c'est pour ça qu'ils peuvent tout se permettre. On a entendu des choses en direct. Vous avez entendu cette histoire d'un journaliste qui a dit que appartenant à un groupe, le groupe le plus riche, il est capable d'acheter toutes les terres de toutes les femmes. Écoutez, quand on entend des choses comme ça en direct dans une télévision, c'est des appels à la haine, ce n'est plus du journalisme, c'est du terrorisme. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut tout de même que tous ceux qui défendent aujourd'hui la liberté de la presse trouvent le moyen de savoir comment non seulement tenir les journalistes qui font mal leur métier, et les groupes de presse qui font mal leur métier, mais aussi qu'ils puissent avoir le moyen de les sanctionner. Qu'on ne nous dise pas qu'un journaliste va écrire, il va dire que dis donc, on va me gronder, on va me taper sur les doigts et après. Non, c'est trop facile. Il faut aussi une sorte de mode de sanction qui doit être accepté de tous. Mais il faut que les gens s'asseyent et comprennent qu'aujourd'hui, il n'est pas question, moi je ne pense pas qu'il soit absolument question de museler la presse camerounaise parce que la liberté, la presse camerounaise est tellement libre qu'elle en est devenue pratiquement folle. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il faut absolument éviter les dérives que l'on a enregistrées dans la presse depuis un certain temps, mais surtout maintenant, amener les uns et les autres à moraliser leurs journalistes, à moraliser aussi leurs lignes éditoriales. Parce que vous savez, quand vous lisez ce qui s'écrit dans certains journaux, non, vous avez la chair de poule. Vous avez la chair de poule. Georges Sémé, le Conseil national de la communication, qui est rattaché au Premier ministère, vous l'aviez dit, qui prend des sanctions, et jusqu'ici... Beaucoup de ces sanctions ne sont pas respectées. Est-ce que finalement, le gouvernement ou alors l'État regarde tout ça avec un petit sourire au coin de la bouche sans véritablement rien faire? Est-ce que c'est de nature à promouvoir une presse véritablement indépendante et responsable? Écoutez, la presse c'est entre guillemets indépendante au Cameroun parce que lorsqu'on voit le floriger des titres
qui paraissent chaque matin, on se rend bien évidemment compte qu'il y a une certaine indépendance de la presse au Cameroun. Et sur le rôle du Conseil national de la communication, je pense que c'est un casus belli qui est fait à chaque fois que lorsqu'il sanctionne un média et ce média ne le respecte pas. C'est un organe assez sérieux qui représente quand même le gouvernement qui a pris sur lui de vouloir réguler le monde de la communication. Alors, lorsque on prend une sanction régalienne et que de l'autre côté, ceux qui sont censés représenter, dit-on, le quatrième pouvoir ne la respectent pas, je crois qu'on est dans une république de désordre. Il faut bien respecter la sanction infligée par le Conseil national de la communication. Et vous savez que certains ont poussé le scandale jusqu'à aller même porter plainte contre le Conseil national de la communication sur la base d'une sanction qui a été rendue contre eux. Donc, je crois qu'on est dans un grand désordre et à chaque fois, ce sont les mêmes acteurs. On est quand même appelé à se demander si l'autorité de l'État n'est pas un peu mise à mal sur la question. Elle est bien évidemment mise à mal et il appartient au Conseil national de la communication dont les agents sont des officiers ministériels qui peuvent interpeller l'ordre public, faire mobiliser l'ordre public, de mettre la main sur ceux qui violent les sanctions qu'ils ont prononcées et en ce sens respecter l'autorité de l'État. On va parler d'un autre sujet maintenant. On parle de l'intégration sous-régionale avec l'Afrique de l'Ouest, Camille Nélé, qui s'achemine vers la création d'une monnaie unique. Un exemple à apprécier? Non seulement apprécier, mais un exemple à mener jusqu'au bout. Parce que cette politique, on est en train de voir son application à l'horizon 2020. Bon, est-ce que l'Afrique de l'Est ira jusqu'au bout? On ne le sait pas encore, mais toujours est-il qu'il y a des pesantures. Vous savez très bien que le problème des ex-colonies françaises, c'est cette dépendance à la France avec l'émission de France CFA. Bon, malgré toute la pléthore d'économistes et de financiers bardés de diplômes, il y en a très peu qui savaient exactement où était même imprimée la monnaie, en France. Et certains n'avaient même jamais entendu parler du compte des opérations. Alors que ce compte des opérations nous grève de 50%. Et d'abord, même avant, c'était plus que cela, de nos avoirs depuis près d'un demi-siècle. Alors, aujourd'hui, il est question pour les Africains non seulement de s'émanciper, mais d'avoir une monnaie, la propre monnaie locale et de pouvoir se débrouiller. Vous avez vu, vous voyez très bien que le Nigeria a sa monnaie depuis très longtemps. Le Naira, qui est une monnaie faible, mais ça n'empêche pas que le Nigeria soit la première puissance économique en Afrique. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une monnaie faible, une monnaie locale, que vous ne pouvez pas faire de non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, qui est beaucoup plus en avance sur des considérations économiques et sociales, a compris, et même sur le niveau de l'intégration, a compris qu'il est temps de jeter la gourme et maintenant de passer à autre chose. Moi, je pense que le même exemple doit être suivi en Afrique centrale. On a entendu la voix isolée du président Idriss Déby il y a 2 ou 3 ans, mais après, c'est plus rien. Donc, moi, je pense que nous avons les yeux tournés vers l'Afrique de l'Ouest, on va voir. Et moi, je pense que de ce côté-là, ils ont les yeux un peu plus dans les trous. Et moi, je pense qu'on verra bien. Mais cette solution est importante et elle est importante aussi bien pour le développement de cette sous-région, mais surtout pour le développement de l'économie en Afrique. Georges Sémé, on constate quand même que à l'issue de ces travaux de la zone ouest-africaine, la zone monétaire ouest-africaine, où il y a eu cette conférence des chefs d'État et de gouvernement, en Afrique centrale, on a l'impression que tout réside dans des discours, parce que même la simple circulation des biens dont un accord a été signé il y a quelque temps, n'évolue pas beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest peut parler à l'Afrique centrale? Bien, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, en termes d'intégration régionale et sous-régionale, je crois que l'Afrique de l'Ouest est largement, sur plusieurs années en avance, en rapport avec l'Afrique centrale. D'abord, sur on circule dans ces pays sans passeport. Oui, on peut se balader, on peut aller de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Ou alors juste avec sa carte d'identité. Oui, voilà. Donc, je crois que l'Afrique centrale, ça devrait interpeller l'Afrique centrale sur son rythme lent, pris sur les réformes d'intégration sous-régionale, mais également sur le respect de certains minima socio-économiques qui permettent de rattraper le niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, il y a eu cette grosse polémique au sein des chefs d'État
et des gouvernements d'Afrique de l'Ouest qui estimaient que l'Afrique centrale porte la zone CFA, tire la zone CFA vers le bas, et qu'ils estimaient qu'il fallait 2 monnaies, 2 francs CFA, c'est-à-dire le franc CFA qui appartiendrait à l'Afrique centrale, qui ne fait absolument rien pour rattraper le retard ou alors pour avancer au rythme de l'Afrique de l'Ouest, et un autre franc CFA qui regroupe simplement les États de l'Afrique de l'Ouest qui, eux, sont mieux intégrés et plus avancés. Et la question a été soumise au Fonds monétaire international et au parrain français qui a estimé que non, il fallait encore rester d'abord avec l'Afrique centrale en espérant que le retard qui est entretenu par l'Afrique centrale sera rattrapé. Mais je pense que la pression du FMI de l'Afrique centrale n'a pas porté ses fruits et la conférence qui s'est tenue il y a quelques jours a encore remis sur la table cette honte de l'Afrique centrale, mais également cette préoccupation de l'Afrique de l'Ouest qui veulent qu'on crée une monnaie unique seulement en zone CFA pour se débarrasser en Afrique de l'Ouest pour se débarrasser du franc CFA. Donc, je pense que ça interpelle l'Afrique centrale, mais ça devrait également interpeller l'Afrique entière. Pourquoi ne pas convoquer une conférence des chefs d'État et de gouvernement et parler plutôt d'une monnaie unique africaine que de disséquer les zones monétaires et que chacun dans sa sous-région crée une monnaie qui n'a absolument rien à voir avec l'unité monétaire que toute l'Afrique aspire aujourd'hui de servir. Donc on espère qu'on n'en arrivera pas là parce que ce sera une déconvenue pour l'Afrique centrale, mais ce sera également briser les efforts d'une monnaie unique africaine qui est sur la marche après la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique il y a 2 ans. Alors, Camille Nélé, quand on observe dans la zone UEMOA ou alors tout au moins la zone CEDEAO, il y a un pays, le Nigeria, qui n'utilise pas la même monnaie, qui n'utilise pas le franc CFA, mais l'intégration monétaire ou sociale va à un rythme de 100%. En Afrique centrale, où on utilise la même monnaie, on a pratiquement, j'ai envie de dire, les mêmes us et coutumes, à quelques exceptions près. On a de la peine à impulser ce mouvement. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque part le sommeil des différents chefs d'État à la tête des pays de cette sous-région? Bien entendu, vous connaissez la classification des chefs d'État d'Afrique centrale. Quel est d'ailleurs le rôle d'un pays comme le Cameroun, qui autrefois était appelé le locomotive de la sous-région? Le Cameroun est toujours la locomotive. Non. Quand on regarde Georges Sébé, des pays comme la Guinée équatoriale, qui bombe quand même le Gabon, qui bombe quand même le torse devant le grand Cameroun. Ou même le Tchad. Non, le Cameroun est devenu un wagon. Il n'est plus il est devenu un wagon et peut-être même le dernier wagon. Oh, vous êtes méchant. Il est devenu un wagon. Il n'est plus le locomotive, vous le savez très bien. Mais allez faire un tour en Guinée équatoriale, allez faire un tour au Gabon, allez même au Tchad. Allez au Tchad, dans N'Djamena. Moi, je dis, moi qui vais souvent à N'Djamena, je dis, quand vous traversez le Logone et le Chari, quand vous quittez Kousseri, avec des routes poussiéreuses et tout ce qu'il y a de saleté et tout, vous traversez le Logone et le Chari, vous trouvez devant un énorme boulevard avec des lampadaires métalliques. Attendez, vous vous demandez si vous n'êtes pas en France. Mais pourquoi cette différence naît dès l'entrée de la ville de N'Djamena, entre la dernière ville Kousseri et la ville de N'Djamena, alors que pendant longtemps, Kousseri était beaucoup mieux que N'Djamena. Alors que chez nous, parfois, ces sorties de ville sont souvent comme des parties abandonnées du pays. Absolument. Mais oui, n'oublions pas que malgré ce tableau que vous venez d'écrire, n'oublions pas que ces pays que vous évoquez prennent toujours pour référence le Cameroun en termes de développement infrastructurel. Prenez. Oui. Moi, je pense que c'est être trop dur à l'endroit du Cameroun, mais le Cameroun reste pas un wagon. Je sais, mais vous dites que je suis trop dur. Je ne suis pas trop dur. Il y a des faits que vous pouvez vérifier. Vous voyez la différence. Vous voyez tout simplement la différence. Regardez, vous avez fait un tour à Kigali, par exemple en Afrique australe. Mais maintenant, regardez au Cameroun. Comment voulez-vous qu'au Cameroun aujourd'hui... Il n'y a pas de comparaison. Non, il n'y a pas de comparaison. Regardez aujourd'hui le Cameroun en 2018. On en est encore à transporter l'électricité sur des poteaux en eucalyptus, alors qu'on était en train de préparer une Coupe d'Afrique des Nations, sincèrement. Non, moi je pense qu'il n'y a pas seulement une question de volonté politique, c'est une sorte de léthargie générale qui fait que nos gouvernants qui vont chez les autres, qui connaissent la réalité des autres, aussi bien en Europe que partout en Afrique, ils voient bien la différence, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas du tout que ça bouge. Aucun développement. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, pour sortir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé de la monnaie unique en Afrique. Moi, je pense que cette monnaie unique en Afrique, c'est une utopie.
comme ça ne pourra pas arriver. Non, comme les États-Unis d'Afrique. Bon, les gens aiment bien se masturber intellectuellement en disant cela, mais moi je pense qu'il faut d'abord commencer par des monnaies sous-régionales, comme on est en train de vouloir le faire en Afrique de l'Ouest, et ensuite en Afrique de l'Ouest. Mais non, on verra. Avec l'indulgence de la régie, juste une dernière question, Georges Sémé. La France, certains représentants français qui continuent de siéger quand même dans nos banques centrales. Est-ce que, quelque part, la France ne tire pas les ficelles dans l'ombre pour que ça ne marche pas quand on regarde aux pays colonisés par la Grande-Bretagne, par exemple? Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure, je parlais du FMI tout à l'heure, mais en réalité, je voulais parler de Christine Lagarde, la Française qui est à la tête du FMI, qui tire bien évidemment les ficelles, et la France également, à travers la Banque de France qui... mais qui sait ce qu'elle gagne maintenant, la Banque de France qui fait la pluie et le beau temps. La preuve, c'est que à chaque fois qu'il y a une réunion des chefs d'État ou alors des chefs de gouvernement de la CEMAC ou de la CEDEAO, il y a toujours un représentant. Ces administrateurs qui ont soit du Quai d'Orsay ou alors un représentant de la Banque de France pour contrôler ce qui sera dit. Et préserver les intérêts de la France. Tout à fait, tout à fait. Merci cher monsieur, merci à Camille Nélé, bonne année et bonne fête de fin d'année, bonne année à Georges Sémé, bonne année à tous nos téléspectateurs, c'est la dernière édition de la semaine, la revue des grandes unes. Et de l'année. Et de l'année. Donc, retrouvons-nous certainement en 2019, si Dieu le veut, avec la grâce de Dieu. Mais, entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec le 10-12 Le Zénith qui démarre dans quelques instants.